Je n'aime pas les koalas. Ces sales bêtes, aussi hargneuses que stupides, n'ont pas un poil de gentillesse. Leur comportement social est effroyable. Les mâles n'arrêtent pas de se tabasser ou de voler les femelles de leurs semblables. Ils ont des mécanismes de défense répugnants. Leur fourrure est infestée de vermine. Ils ronflent. Leur ressemblance avec les nounours est une vile supercherie. Il n'y a rien de bon chez eux. Sans parler du fait qu'un jour, un koala a essayé de me jouer un tour pendable. Kudulana, un îlot situé à une dizaine de kilomètres de la côte de Tasmanie, avait abrité dans le passé une importante colonie de koalas. Puis on y avait introduit des moutons, déboisés à outrance, et n'ayant soudain plus assez de feuilles de la bonne variété d'eucalyptus pour se nourrir, les koalas s'étaient trouvés menacés de disparition. Marianne Lotcher, officier de terrain des parcs nationaux, fut chargée de rassembler les koalas et de les envoyer paître vers des horizons nouveaux sur la Grande Terre. Elle m'invita à l'aider et, selon le principe que dans tout périple se cache une bonne histoire, j'acceptai. Il existait certaines ressemblances physiques entre Marianne Lotcher et les koalas. Petite, grosse et rondelette, ses oreilles dépassaient de ses cheveux flous et bruns coupés courts. Elle devait avoir la cinquantaine à l'époque, et elle était donc un peu plus âgée que moi. La salopette marron qu'elle ne quittait jamais, alliée à son petit nez et ses yeux bruns brillants, accentuait encore sa ressemblance avec le koala. Avec sa voix douce et légèrement sifflante, on avait l'impression que si on lui appuyait sur le ventre, elle se mettrait à couiner. Contrairement au koala, elle était avenante et plaisante. J'étais alors moins corpulent qu'aujourd'hui, mais je n'en restais pas moins un homme bien en chair. Comprenez par là que, tout en parvenant aisément à lasser mes souliers, j'étais loin d'être un athlète. Un observateur peu aimable aurait sans doute noté qu'en descendant du ferry à Kudulana, nous formions un couple assez comique. L'un grand, rond et barbu, l'autre petite, ronde, avec des cheveux flous. Chacun portant une sorte d'épuisette à longs manches et une salopette marron identique, car j'en avais emprunté une au ministère des Parcs et Forêts. Le conducteur du ferry, qui déchargeait les cages en bois destinées à nos futures prises, n'hésita d'ailleurs pas à suggérer que notre tâche allait être facilitée par le fait que, dès qu'ils nous apercevraient, les koalas ne manqueraient pas de tomber des arbres en se tordant de rire. Pour attraper un koala, il suffit de le prendre par surprise, de le faire sursauter. Il chute de sa branche et vous l'emprisonnez dans un filet. C'est en tout cas ce que Marianne m'avait raconté. Elle avait oublié de préciser que ça ne marche qu'avec les koalas coopératifs. Après avoir entassé nos affaires près du port, matériel de camping, kit de secours et cage, nous partîmes chasser le koala. Les arbres de Kudulana sont petits et grêles. Nous n'eûmes donc aucune difficulté à repérer les animaux. Ils n'étaient que 12, nichés dans un bosquet d'eucalyptus surplombant une grande mare entourée de fougères. Ils étaient tous blottis dans les fourches des branches supérieures. Mais comme les arbres ne faisaient que 3 ou 4 mètres de haut, les koalas restaient à portée de nos épuisettes à longs manches. Marianne et moi n'avions plus qu'à les décrocher, à les attraper dans nos filets, puis à les ramener jusqu'aux cages en bois. En théorie, les koalas, véritables boules de poils à la tête repliée sur le ventre, se désintéressaient complètement de nous. « Bon, on va commencer par celui-ci », déclara Marianne d'un ton décidé, en désignant un gros bonhomme de koala installé dans une fourche presque accessible à la main. « Tu lui fais peur et je l'attrape. » Elle souleva son filet, plaça l'ouverture juste en dessous de l'animal et attendit de voir s'il allait sauter. Je tenais mon épuisette à la main, prêt à l'aider au besoin. Le koala semblait dormir et, pour la première fois, je me demandais quelle technique adopter pour effrayer une créature aussi léthargique. « Je lui donne un petit coup d'épuisette » suggérai-je. « Non, il ne ferait que s'accrocher davantage. Crie !» Je n'avais aucune idée des termes à employer pour crier sur des koalas, mais je fis de mon mieux. « Ouh !» Le koala ne scia pas. « Ouh ! Ouh !» hurlai-je de toutes mes forces. Le koala ouvrit un œil, injecté de sang à ma grande surprise. L'animal me regarda longuement et tranquillement, puis, avec une grande lassitude, il referma l'œil.
Ils ne sont pas facilement impressionnables, remarquai-je. Non, essaie de secouer l'arbre. Je posai mon épuisette et agrippai le tronc. Très fin, car il s'agissait d'un arbrisseau, en réalité, que j'agitais violemment. Le koala ouvrit ses 2 yeux bordés de rouge et me lança un regard malveillant. Puis il adopta une technique de défense commune à la plupart des marsupiaux arboricoles. Un fluide âcre et infect dégoulina sur mes cheveux, ma barbe, mon visage et mes épaules. « Oh, excuse-moi !» lança Marianne. « J'aurais dû te prévenir. » Je me débarbouillais de mon mieux avec un mouchoir, tandis que le koala, apparemment content de lui, replongeait dans le sommeil. « Pourquoi on pousse pas cette saleté à coups d'épuisette? On le rattraperait au sol !» Je fis cette suggestion car, après m'être plus ou moins séché, je dégageais toujours une odeur nauséabonde. « Impossible de déloger un koala s'il peut s'agripper à quelque chose. Ils ont une poigne de fer. » Dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire? À part une bombe, je vois pas ce qui pourrait le faire sursauter. Marianne réfléchit. « Tu pourrais escalader cet arbre ?» Je l'examinais. Sans être énorme, il pouvait soutenir mon poids et le koala n'était pas très haut perché. « Moi, je pense que oui. »« Alors grimpe et va lui crier dans les oreilles. Ne le touche pas. Il sautera sans doute en te voyant approcher. » Je fis un effort considérable pour me hisser sur la branche du koala. Je n'étais à guère plus que ma hauteur du sol et, en tendant le bras, j'aurais pu toucher l'animal. Il n'était pas loin de ma tête. Je l'atteins prudemment hors de sa portée. « Ouh !» beuglai-je. Le koala ne broncha pas. Je m'approchai donc de lui en glissant sur la branche, qui céda. Branche, koala et moi-même tombâmes abruptement dans un épais tapis de fougères. Le koala s'affaissa sur le dos. Je chutai et m'étalai sur lui de tout mon long. Je n'arrivais plus à voir la bête sous la masse de mon corps, mais je savais qu'elle y était car elle grognait, s'ébrouait et essayait de creuser un passage à l'air libre dans ma tendre chair. Quelle expérience extraordinaire! Le souffle coupé, plongé dans les fougères, je ne voyais rien d'autre que leur fronde. J'étais à moitié assommé, par conséquent, incapable de coordonner mes mouvements, et une boule de fourrure cruelle et musclée, étonnamment large, essayait de m'éviscérer. Bon Dieu, mais où était Marianne? En train de regagner l'autre côté du fourré pour attraper le koala quand il en sortirait. Sachez maintenant qu'outre la méthode qu'ils utilisent en hauteur, les koalas ont un autre moyen de défense. Ils s'agrippent au ventre de leur agresseur par la seule force de leurs dents et de leurs griffes. Un mécanisme sans doute mis au point pour se protéger des dingos. Une fois le koala cramponné au bas-ventre du chien sauvage, ce dernier est dans l'impossibilité de le mordre. J'imagine que le koala est alors prêt à rester accroché jusqu'à ce que le dingo s'effondre. J'ignorais tout ça à cette époque. Je n'aurais d'ailleurs pas été plus avancé si j'avais été au courant. Le koala avait visiblement abandonné tout espoir de s'échapper et opté pour la défense anti-dingo. Nous nous trouvions tête bêche, avec les griffes de ses pattes arrière enfoncées dans ma poitrine. Les griffes de ses pattes avant étaient plantées dans mes cuisses et y pénétraient de plus en plus profondément. Sa tête fouina entre mes jambes et ses dents se fermèrent sur mon entrejambe. Heureusement, les koalas n'ont pas une très grande gueule, mais suffisamment grande. Je poussai un hurlement. « Que se passe-t-il » me demanda Marianne, que je ne voyais toujours pas. « Il me tient » vociférai-je. Je roulai sur le dos en griffant le koala des 2 mains. Il roula avec moi et se cramponna d'autant plus, à tous ses points d'attache. Je beuglais encore et essayais de marteler la brute de coups de poing. J'avais l'impression de frapper une bûche recouverte de fourrure et ne lui faisais d'ailleurs pas plus de mal qu'à une bûche. Cette sale bête avait des muscles faits d'une substance bien trop dure pour être un tissu animal. Je hurlai à nouveau et entendis les pas de Marianne s'approcher dans les fougères. Pensant que j'avais du renfort, le koala resserra encore son étreinte, partout. Il grognait comme une bête enragée, car c'est ce qu'il était, bien sûr, et son postérieur me touchait presque le visage. Le danger n'était en rien diminué par la puanteur abominable qui s'en dégageait. J'aperçus le visage de Marianne au-dessus des fougères.
Je me débattais et frappais dans un enchevêtrement de frondes, et elle ne distinguait pas grand-chose, sauf que je tenais le koala et que le koala me tenait. « Attention de ne pas le blesser !» me lança-t-elle. Une telle remarque n'aurait pas manqué de m'amuser, dans d'autres circonstances. « Enlève-le !» haletai-je. « Je n'y arriverai jamais maintenant !» répondit-elle d'un ton contrarié. « Je dois lui donner un sédatif !» Et cette bourrique trottina jusqu'au port pour récupérer sa trousse médicale. « J'en ai pour 1 minute !» l'entendis-je dire alors qu'elle disparaissait dans les fougères. « Reste allongé sans bouger et ne t'en fais pas, il ne lâchera plus prise maintenant !» C'était le dernier de mes soucis. « Marianne !» beuglai-je. « Cette brute me tient par les... » Mais elle ne m'entendit pas. Il était hors de question que j'attende tranquillement son retour, tandis que cette sale bête essayait de me priver de ma virilité. Je parvins à me remettre sur pied, le koala toujours cramponné, et essayai de courir après Marianne. Avez-vous déjà essayé de courir avec des griffes de koala enfoncées dans le torse et les cuisses, et ses dents plantées dans l'entrejambe ? Impossible. Je sentis monter des larmes de rage, de douleur et de frustration. Je me démenai au milieu des fougères et tentai de foncer sur un arbre, koala devant. Je ne parvins qu'à lui faire enfoncer griffes et dents plus ardemment. J'essayais de tomber sur ce maudit crétin. Je ne fis que m'essouffler. À 4 pattes, proche de l'effondrement, mon esprit en compote intégra soudain le fait que j'étais au bord d'une mare, au centre d'un bosquet hanté de koalas. Poussant un cri dément mais plein d'espoir, je me précipitai en avant, pris une profonde inspiration et me jetai à l'eau, koala compris. L'eau était profonde à souhait et nous coulâmes comme des pierres. J'ignore combien de temps un koala peut retenir sa respiration, mais j'étais bien décidé à rester sous l'eau jusqu'à ce qu'il lâche prise, quitte à nous condamner tous les deux à la noyade. Force fut de constater que, malheureusement, un koala peut retenir sa respiration pendant des heures. Le mien était un poids mort qui me tenait au fond de l'eau et nous barbotâmes dans les sombres profondeurs brunes une bonne moitié d'éternité. La souffrance dans mes poumons asphyxiés commença à rivaliser avec mes autres douleurs. Je finis par comprendre qu'il n'y avait aucun intérêt à ce que je garde moi-même la tête sous l'eau. C'est évident, me direz-vous en me trouvant un peu long à la détente, mais je parie que vous ne vous êtes jamais personnellement trouvé submergé dans une mare du bush, entre les griffes d'un koala furieux, et que vous êtes donc mal placé pour juger des difficultés à réfléchir intelligemment dans ce genre de circonstances. Je remontai à la surface, sortis la tête, pris une profonde inspiration et, soulagé, entrepris d'étrangler le koala. La strangulation du koala n'est pas un sport facile, surtout quand il vous tient comme le mien me tenait. Mais je m'y efforçais, sans me soucier le moins du monde du fait qu'il appartenait à une espèce protégée. Le koala semblait disposé à mourir sous l'eau avec mes doigts autour du cou. Ce qui me convenait tout à fait, à condition qu'il se décide à mourir rapidement. C'est alors que, même dans ma douleur, je songeais avec effroi qu'un koala mort ne lâche pas forcément prise. Faudrait-il une intervention chirurgicale pour m'ôter cette bête odieuse ? Puis le koala abandonna. Je jure qu'il est resté sous l'eau une bonne vingtaine de minutes, même si Marie-Anne soutient de son côté qu'elle n'est partie qu'1 minute. La notion de temps est relative, bien entendu. Le koala, qui m'avait donc enfin lâché, émergea près de mon visage. Ses traits de nounours n'exprimaient rien, mais ses crachats et grognements haineux me firent reculer d'effroi. Un éclat de mépris passa dans les yeux rouges de la bête, qui se détourna, traversa aisément la mare à la nage, escalada le bord, avança péniblement jusqu'à un arbre, grimpa, me lança un regard affligé et se rendormit immédiatement, l'eau dégoulinant de sa fourrure. Je sortis de la mare. Marianne revint, s'étonna que le koala ait lâché prise et me demanda pourquoi j'étais tout mouillé. J'offris de lui expliquer plus tard et partis m'examiner dans un sous-bois. L'épaisseur du tissu de ma salopette m'avait évité de graves blessures.
en dépit de l'acharnement du koala. Nous finîmes par attraper tous les koalas de l'île et à les libérer sur la Grande Terre, mais j'avoue m'être acquitté de la tâche de mauvaise grâce. Et ce fut la dernière fois que je vins en aide à ces sales brutes. Non, décidément, je n'aime pas les koalas.